All right. Hey, everybody. Bonjour tout le monde. That was a quick moment of panic. C'était un moment bref de panique dans la cuisine. Le programme que j'utilise pour pour enregistrer le, la diffusion en direct ne marchait pas, ne voulait pas enregistrer. Donc, panic total. So the program that I used to record and stream live was not cooperating, something about a video encoder. So quick internet search and 2-minute tutorial on how to fix the problem. and we seem to be back up and running. So whew, wipe the brow on that one. I'm glad that everybody can hear me, not muted. And I'm glad I got that recording. So, sorry for the delay. Technical problems are always fun. Désolé pour le petit délai, mais les problèmes techniques sont toujours amusants à essayer de déchiffrer. Voilà. Donc, on va commencer. Yeah, that's true, Norm. All is good. Yeah, everything that yeah, it ends well. Donc, on va commencer la session de cuisine aujourd'hui. We're going to start today's cooking session. Today I am doing Christmas themed. So I got prior approval from the Queen of Cookies herself, Iwonk, to be able to do one of my own cookie recipes, and I hope she approves. So j'ai décidé aujourd'hui pour la session de cuisine de Noël de faire des biscuits de Noël. J'ai demandé à la reine des biscuits, Iwonk, si je pouvais présenter un de mes propres recettes de biscuits de Noël. Donc j'espère qu'elle va les aimer, et vous aussi, j'espère que vous allez les aimer. Ça vient directement de... Thank you, Iwonk. She gives me the royal seal of approval. Wait until the cookies are baked and we'll get to that. Donc, je vous présente une recette de biscuits que je fais à la maison depuis quelques années. C'est basé sur une recette traditionnelle qui vient de ma famille, qui est écossais. Donc, c'est des sablés. Mais c'est sûr, adapté une recette que j'ai trouvée que j'aimais beaucoup, qui se présente vraiment bien en tant que recette de Noël en même temps que recette normale. Les sablés sont vraiment bien, mais elles sont ordinaires en tant que présentation. J'aime ça les élever à un autre niveau pour les présenter à la famille, à les amis. Donc, j'ai adapté cette recette pour les rendre plus jolis pour la présentation. Ça fait vraiment des beaux cadeaux. Hi Isa. Today I'm going to be presenting a recipe for shortbread. Now, shortbread is a Scottish cookie. It's a traditional Christmas cookie. Actually, it's a traditional anytime cookie. But my family comes from Scotland, and so we like to make shortbread during the holiday season. I decided this recipe was one that I could definitely use to elevate the cookies to another level, to make them really beautiful and presentable for giving to family and friends, for presenting on the holiday table. And it's a recipe that makes a lot of cookies. And I know that from my side of things, I like to make a lot of cookies to give to family and friends. And so a recipe that makes a lot and is easy to do really helps make that easier on me during a very busy holiday season when trying to balance work and family and events and goings out. So I really enjoyed this recipe because it's so simple. It has few ingredients and yet it is so beautiful to present. Donc, la deuxième chose que j'adore avec cette recette, c'est que ça fait beaucoup de biscuits. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on passe pendant la saison de Noël à faire beaucoup de choses, à aller visiter la famille, à aller visiter les amis, essayer de balancer avec le travail, le magasinage, la cuisine. C'est bien d'avoir une recette qui est facile à préparer, a peu d'ingrédients et fait vraiment une grande rendement. Donc à ce moment-là, on peut en donner en grande quantité à la famille. Donc je vais vous montrer cette recette-là aujourd'hui. So I'm going to present this to you today. Last question from Iwonk, is there a long bread? That is a really good question. I don't think so. I think shortbread comes along the same lines as a short crust. So short crust is a type of pastry that has sugar in it and is very crispy, like a cookie texture. So I think the shortbread comes from that. I'm sure there's some sort of historical connotation to the shortbread name of the cookie in Scotland.
I didn't look it up, but I will come back to you on that, see if I can find some information on why it's called shortbread and if there really is a long bread. Donc, Iwank m'a demandé si, en anglais, on appelle les sablés du shortbread, donc un pain court. Elle me demandait s'il y a un pain long. Il se peut que dans la tradition écossaise, il y a des raisons pourquoi les sablés sont nommés le shortbread. Et peut-être il y a une recette qui s'appelle un long bread. Je n'ai pas fait les recherches à ce niveau-là. Donc, je vais regarder ça et je vous reviens avec la réponse éventuellement. So, I'm going to put my mouse to the side and I'm going to get my ingredients. Oh, one last thing before I do. I'm going to show you something. Mother Nature decided that it was a good day to get me in the holiday spirit. Donc, une dernière chose. Dame Nature, aujourd'hui, a décidé que c'était une bonne journée, que je devrais être dans l'esprit de Noël, de la saison des fêtes. Elle a envoyé pendant la soirée de la neige. So she sent snow. Yesterday, this yard, which is mine, was absolutely green. There was grass. The trees were bare, but there was grass. And then this morning, there is 10 to 15 centimeters, so that's about 8 inches of snow. I'll show you the next one, which is, let's see if I can get that going. No, I can't. Alright. So, donc, c'est qu'est-ce que j'ai découvert ce matin. Dame Nature a décidé de laisser tomber à peu près 10 cm de neige sur notre région du Québec. Et quelle belle surprise. C'est sûr que ça donne vraiment une atmosphère plus Noël. Et ici, si on n'a pas de neige à Noël, c'est un peu triste. Donc, on est content de l'avoir, mais on va dire qu'on a beaucoup pelleté ce matin. Alright, so back to the cookies now that we've seen the beautiful snow, and we're going to sing a little bit, let it snow, let it snow, let it snow. There we go. So, we're going to let it snow with flour and powdered sugar and good things. So, shortbread is really simple, 4 ingredients. It's a very crisp cookie. A lot of times you would take the cookie dough and press it into a mold. These ones here we're going to do without having to press it into a mold. They're very, very simple. So it's done in my big mixer, and the reason for that is because it's a whipped shortbread, and the whipped part is with the butter. So the butter is whipped with the sugar first, and then the flour is added, and it gives it a much lighter, crispier texture. Donc, ces sablés-là sont appelés des sablés fouettés. La raison pour ça, c'est qu'on fait fouetter le beurre pour mettre dans les biscuits. Ça donne une texture qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, et ça donne un biscuit qui est vraiment beaucoup plus croustillant aussi quand ça sort du four. Donc, on va préparer ça. Now, the recipe that I'm going to be showing you is actually 1/3 of the recipe that I put on the website. This recipe actually makes about 100 cookies, which is a good amount. So, I'm currently doing 1/3 of the recipe to make about 30 cookies, since I made more this morning to be able to show you the various steps. I will end up with 100 cookies at the end of the day, and I'll probably eat about 1/3 of those. Donc, cette recette fait environ 100 biscuits. Je suis en train de vous présenter un tiers de la recette en tant qu'ingrédient, mais si vous regardez sur le site par après, vous allez voir que la recette que j'ai inclue est vraiment celle pour les 100 biscuits. Vous allez remarquer. Par contre, les ingrédients sont mesurés d'une façon que c'est très facile de diviser en 3 parties et faire des plus petites quantités si vous voulez. Mais, comme je vous explique, c'est vraiment bien d'avoir cette recette-là pour pouvoir en donner à la famille, aux amis, à vos voisins aussi. Toujours bon. Donc, dans mon malaxeur ici, à socle, mais vous pouvez utiliser un malaxeur à la main, c'est juste que vous allez travailler un petit peu plus. J'ai mis le beurre, donc ça c'est une tasse de beurre, c'est une demi-livre, donc c'est 225 grammes, ouais, à peu près ça, 225 grammes dans le malaxeur. Et à ça, je vais rajouter du sucre en poudre.
So in my mixer, I've got a half a pound of butter, or 1 cup, or 225 grams. And I'm going to add to that half a cup of powdered sugar, or confectioner's sugar, depending on what corner of the world you're in. I know that the Brits call it confectioners. We do too. In the States, I think you call it powdered sugar. It's whatever sugar is the most powdery. And you want to sift this. You want to sift all your ingredients in this recipe, with the exception of the butter, obviously, because then the texture will be much smoother. Donc, vous voulez passer votre sucre en poudre à travers un tamis pour enlever les plus gros motons. Vous voulez passer à travers le tamis tous vos ingrédients dans cette recette pour avoir une texture qui est beaucoup plus lisse. So that's the powdered sugar. I'm going to put the beater back in here. And now I'm going to whip the butter and the sugar together. I'm going to try not to make it too loud, but cover your ears if it is. Donc, je vais fouetter le beurre et le sucre ensemble. Et je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, mais si oui, juste bouchez vos oreilles. Alright, 2 important things with whipped butter. You want to make sure that you're using a butter that's room temperature. You don't want it too soft. You don't want it too cold. The important thing is that it has to be at the right temperature so that you can whip air into it and make it light and fluffy. If it's too cold, it won't whip. If it's too warm, it won't hold the air. Donc, important avec le beurre fouetté, vous ne voulez pas avoir une température de beurre qui est soit trop froid ou bien trop chaud. Si le beurre est trop froid, vous ne pourriez pas le faire fouetter comme il faut avec le malaxeur. Ça va faire juste des motons. Et si le beurre est trop chaud, il ne va pas tenir l'air à l'intérieur du beurre pour le rendre plus léger. L'important, c'est vraiment de fouetter le beurre jusqu'à temps que ça soit léger et crémeux. So I'm going to go back in. I just scraped the edges of my bowl. Je viens juste de racler les bords du bol et je vais remettre la machine en marche. Alright, so that is nice and whipped. You can let it go for a little bit longer, but this looks very nice. I'm going to scrape this a little bit just to get that in the bottom of the bowl for the next step. Donc, le beurre semble être vraiment bien léger. Je vais juste racler les bords pour rendre le beurre au fond du bol pour la prochaine étape. Et je vais mettre ça de côté. Donc, maintenant, je vais rajouter mes ingrédients secs. Ici, c'est la farine avec la fécule de maïs. Par contre, vous avez l'option d'utiliser d'autres féculents dans cette recette. Ouais, c'est ça. Si jamais vous avez des problèmes avec soit un ou l'autre ou bien les deux, il y a plusieurs options sur le marché maintenant de fécule qu'on peut utiliser dans cette recette. Et j'ai fait les tests. Les résultats sont très comparables. À l'aveugle, je n'ai pas pu constater la différence entre un et l'autre. C'est sûr que si je le savais, je goûtais la différence, mais je pense que c'est plus mental que rien d'autre. So, we're going to add into this flour, and we're going to add in a starch. Now, the original recipe calls for cornstarch. That adds to the crispiness. But I have done some tests with other starches, and it works out relatively comparable to the cornstarch version. When I did tests with other starches and tasted them blind, I could not taste a difference. The only time I noticed a difference was when
I was tasting them, knowing what starch was in them. It's almost as if my tongue was searching for the particular flavor. So I recommend that you can use different kinds of starch. I tried with the cornstarch, that's my usual go-to. I've also tested with a potato starch, which worked really well. That's the one that I didn't notice a difference. I've noticed that there are on the market different starches, so you can get arrowroot starch as well, and that one has a similar texture. I didn't test it, but I would assume it would work well. For anybody who is working on a gluten-free diet, you could easily substitute a 1-for-1 baking flour, gluten-free baking flour in here. I didn't do the test on that one, so I can't guarantee the results, but if it's a 1-to-1 baking, it should work out well, and if you're using one of the starches, you'll still get that crispiness. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec le gluten dans les aliments, vous pouvez faire un substitut de farine sans gluten 1 pour 1 qui est faite pour les pâtisseries. Ça devrait marcher très bien dans cette recette-là. Par contre, je n'ai pas fait le test, donc je ne peux pas vous confirmer à 100% que ça marche, mais normalement, ces farines-là sont formulées pour pouvoir faire un remplacement 1 pour 1 avec la farine blanche normale. Donc, si jamais vous l'essayez, donnez-moi des nouvelles, j'aimerais ça le savoir. So, I'm measuring my flour. Important in this recipe is you don't want to put too much flour in it. So, I do something called the scoop and sweep technique. So, I take my measuring cup. So, if I need 1 cup of flour, I'm going to scoop my flour into the measuring cup, rather than take the scoop and spoon the flour like this. When you do that, you're actually forcing more flour into your cup, which means that you're going to get more flour in your recipe. It may not be a lot, but 1 tablespoon in this will actually make a harder, less desirable result. So you want to use this technique. So you scoop your flour into your measuring cup, and then you're going to use something with a flat surface. I use this extra scoop, but you can use a butter knife or a fork or anything with a flat surface on it, and just scoop the surface like that. And you'll notice that if I press into this, there's actually a lot of air. So that's what we want. You don't want to force the flour into the cup. Donc, important pour cette recette, quand vous mesurez votre farine, vous ne voulez pas le mesurer trop forcément dans votre plat. Donc, j'utilise une technique qui s'appelle le cuiller et balayer. Donc, vous voulez... Don't make flour that zip. Yeah. Don't compress it. Donc, vous voulez prendre des cuillères de votre farine et les déposer dans votre tasse à mesurer. Et ensuite, avec quelque chose, avec une surface plate qui recouvre toute la tasse à mesurer, vous voulez aller balayer l'excédent de retour dans votre contenant. Donc ça, cette farine-là n'est pas compactée. Tandis que si vous prenez votre tasse à mesurer et vous allez chercher votre farine, vous ne réalisez pas que vous rajoutez peut-être 1 à 2 cuillerées à soupe de farine de plus dans votre recette, et ça peut venir affecter les résultats dans quelque chose comme ça, surtout dans les pâtisseries. Donc, j'ai 1 tasse et demie de farine pour cette version de la recette. Comme j'ai dit, vous allez trouver ça sur le site web avec tous les ingrédients bien mesurés et indiqués. Et ensuite, je vais rajouter mon féculent. Donc, dans cette recette-là, je vais y aller avec le fécule de pomme de terre. So, in this particular recipe, I'm going to go with my potato starch. This one here does compact relatively well and it won't make a difference. So this one here you can kind of scoop with it. So it's a 1/2 cup of the starch. And like I said, if you're using cornstarch, that's fine. If you're using potato starch, that's fine too. It's going to be a 1/2 cup regardless of which version you're making. Now I'm going to sift this. Like I said, I want all my ingredients to be as finely sifted as possible to get rid of any lumps. And you may think your flour or your cornstarch is perfectly sifted, but if I shake this around, you'll notice that there's always a little bit of lumps on the bottom. Donc, je vais toujours tamiser mes ingrédients pour mettre dans ma recette ici. Comme j'ai expliqué, on veut vraiment que les ingrédients soient le plus lisse possible pour rajouter dans la recette. Et si vous voyez ici dans mon tamis, j'ai quand même des petits motons qui restaient dans ma farine, même que je pensais que ma farine était bien tamisée. Donc ça peut faire la différence. Des petits motons de fécule dans les biscuits ou bien de farine, c'est indésirable. So, we're going to put the paddle back on. On remet l'attachement ici.
Et on va rajouter les ingrédients secs direct dans le bol. Et on va commencer à mélanger tranquillement. On ne veut pas avoir un nuage de farine qui sort du bol. So I'm adding my dry ingredients into my bowl with the butter. And I'm going to start mixing very slowly. I do not want to have a cloud of flour coming out of my bowl. So I'm just going to make sure this is tight. And start slow. And then I'm going to let the machine do the work by speeding it up slowly. But again, I don't want to go too fast and have flour all over the place. I agree that having a mess in your kitchen means you're doing something right, but we don't want that much of a mess. I don't need to be sweeping the floor after I finish. And now you see the flour has kind of incorporated itself into there. So it's like a dry crumb. Donc vous voyez ici que c'est quand même un mélange sec. On va continuer de mélanger puisque le beurre est quand même assez ramolli. Le temps de mélanger, vous allez voir, la pâte va s'amener ensemble. So it's a little dry, but as I'm mixing it, the dough will come together. And now you can see it's clumped up. Oh, Prad, the oven is ready. Donc ça, c'est mon four qui est en train de sonner. C'est en train de me dire que le cycle de préchauffement est prêt. Donc je peux mettre mes biscuits dans le four. So I'm going to scoop all of this off. Hey Sid, how's it going? I promise I won't set anything on fire this time. Actually, I shouldn't promise that. I didn't think I was going to do it last time either. So for anybody who doesn't know, every once in a while I'll do an improv cooking session. Usually it's late at night after a long night at work and I'm just really hungry. I'll dig whatever I can out of the fridge and I will cook, and I do it live. The last time I did, I turned on the wrong burner on my stove and I had a cutting board on top of it and I started burning the cutting board. So there was smoke all over the place and I was outside trying to collect a cat. And Sid was privy to that whole debacle, shall we say. Donc, Sid est en train de me rappeler la dernière fois que j'ai fait un cours de cuisine imprévu. Des fois, je l'ai fait en soirée quand j'ai rien d'autre à faire et j'ai très faim et je reviens de travailler. Et ça me tente de cuisiner, donc j'allume la caméra et je cuisine quelque chose de bien vite. Je prends des ingrédients dans mon frigo et j'invente de quoi. Bizarrement, la dernière fois que je l'ai faite, Sid était la seule personne qui était en train de regarder et discuter avec moi en même temps. Et j'ai malheureusement allumé le mauvais rond sur mon four, directement en dessous d'une planche à couper en bois. Et ça a commencé à prendre en feu. La fumée sortait un peu partout. Donc, disons que la vidéo est disparue. On n'en parle plus. Mais je fais attention maintenant que j'essaie de pas j'essaie de pas prendre feu à mon équipement pendant que je cuisine. That's true. Donc, j'enlève le malaxeur. Je sors mon bol. J'enlève mes autres ingrédients. So, I'm going to take all of this off of the cutting board now, or surface, because I don't need them. And I'm going to start making my cookies. Now, these cookies are some of the easiest ones to put together. I've got, is it National Cookie Day today? Wow, okay, that's fun. That sounds really, really awesome. Hey Ashley, how's it going? Trying not to burn my kitchen down. Donc, pâte à biscuits. Important avec cette pâte à biscuits-là. Souvent, ça va être écrit dans les recettes, quand on a une pâte qui est quand même assez mou et remplie de beurre, on veut refroidir la pâte avant de commencer à faire les biscuits. S'il vous plaît, ne faites pas ça avec cette pâte-là. C'est vraiment important que vous gardez température pièce. Si vous la refroidissez, l'apparence va être vraiment moins belle. L'important, c'est de garder la pâte molle et à ce moment-là, on peut la former avec les mains comme il faut. J'ai fait le test de celui-là il y a plusieurs années et j'étais tellement triste de savoir que cette pâte-là est pratiquement détruite en le mettant au frigo. Sinon, il faut la laisser à la température pièce pour la ramener
à une bonne température pour la former. So really important with this dough, a lot of times the recipes call for refrigerating or chilling a dough that has butter in it, and a lot of butter, because you want it to keep its form. With this dough, you do not want to chill it. Please, please do not chill the dough, because what happens is the dough gets too hard to shape, and then you don't get these really beautiful round cookies. So I beg of you, if you're going to make this recipe, do not ever, ever, ever chill your dough. So I'm going to use my cookie scoop. You can use a spoon. That works as well, because you're going to shape them with your hands afterwards. Only this one I want. There are a lot of cookie recipes where you do want to chill it because the cookies will spread too much. This one here, you really don't want to chill it. No, in this case, Ashley, sorry, the cheese won't help. As much as I love adding cheese to everything, not these cookies. So I'm using a cookie scoop, or a measuring ice cream scoop. This is about a tablespoon size. So if you're using, say, a tablespoon like this, the sizes are pretty comparable. It's maybe a little bit bigger, but you could also use this to scoop your dough. Obviously, the charm of having one of those ice cream scoops is that you don't have to try and pry this amount of dough out of the scooper afterwards. So I don't recommend it, but it's an option. You could also just use a standard spoon and scoop balls of it out and then shape them with your hands. So that's definitely an option. So there are many different ways to do these. Like I said, I've done so many over the years that I've invested in one of these ice cream scoops, and you can often get them in baking shops. They're really, really handy because most recipes call for about a 1-inch cookie ball to shape the cookies. Hey DT, how's it going? Nice to see you. Welcome to my cooking stream. Donc, je forme les petites boules de pâte avec une cuillère pour des biscuits. C'est comme une cuillère à crème glacée. Ça a une patente, un mécanisme avec un ressort qui fait en sorte que je vais pouvoir sortir la pâte de la cuillère et la former en boule. Si vous n'avez pas ça, je le recommande quand même assez vivement parce que c'est vraiment un outil qui est intéressant pour faire les biscuits. Ça vous donne des grandeurs standardisées. Et la plupart des recettes de biscuits demandent des boules à peu près 1 pouce ou 2,5 cm en diamètre. Donc, vous allez l'utiliser à chaque fois que vous faites des biscuits, premièrement. Par contre, si jamais ça ne vous tente pas d'investir dans un autre outil de cuisine, si on peut dire, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe ou bien une cuillère normale, juste pour mesurer la quantité de pâte et la mettre sur les plaques à biscuits. Et vous allez la former avec les mains par après. Donc, c'est quand même une option, mais comme je vous dis, je vous recommande vivement cette cuillère parce que vous allez quand même trouver beaucoup d'utilisation pour. Et ça fait vraiment des belles petites boules de crème glacée si jamais vous voulez faire une petite présentation assez cute. So, this thing here, not only is it great for cookies, but you can also use it for ice cream. You can use it for muffins to portion. Let me tell you, when you make little balls of ice cream in a bowl, this just makes it cute. Why wouldn't you want to do that? Anyway, I have the two sizes. I have a standard one, which I use for muffins and ice cream. And then I have this small one here that I use for my cookies. Or smaller ice cream. Why not, right? Big ice cream, little ice cream, it's all the same. Yeah, melon balls are good too. I actually have a melon baller spoon. I was required to buy one for cooking school because we did all those fancy French cooking techniques. The difference with this to do melon balls and an actual melon baller spoon is that the melon baller spoon will have a sharp edge on it, which is good for cutting into the fruits and vegetables you're cutting, whereas this one doesn't. Like, I'm not going to slice my thumb open on this cookie scoop, but I will on my melon baller. I've seen people do it. Alright, I'm scooping the rest of the dough out of the bowl because I want to get all of this. Donc, je suis en train de racler le bol pour aller chercher tout le restant de la pâte. Je continue de mesurer, cette fois-ci dans mes mains, parce que pourquoi pas. No finger slicing allowed. I do that enough at work. I don't need to do it live on TV too. TV.
during the live stream. Make me sound like I'm a big cooking something or other. Et voilà, la dernière. So this is the last one. And now that I've scooped them all, I will roll and press the rest of these cookies. Donc maintenant que j'ai divisé la pâte, yeah, it's true, it is TV. Maintenant que j'ai divisé ma pâte en portions, je vais les rouler et les placer sur des plaques à biscuits avec un papier parchemin. Ça va être beaucoup plus facile de les retirer. Et je peux utiliser les mêmes papiers parchemin pour toutes les batches de biscuits. So I can use the same parchment papers for every batch of cookies. Once these come out of the oven, the cookies slide right off of the paper, and then I can put them on a rack to cool. Donc, l'intéressant avec du papier parchemin, c'est que lorsque les biscuits sortent du four, je peux facilement enlever les biscuits du papier parchemin parce que ça glisse facilement, surtout avec la quantité de beurre dans la pâte. Et je peux réutiliser les papiers pour faire les prochaines batches. Donc, si je faisais toute la recette, donc les 100 boules de pâte au complet, je ferais exactement la même chose. Rouler la pâte pour faire la première série de biscuits. Ensuite, pendant que cette série de biscuits est dans le four en train de cuire, je vais portionner le restant de ma pâte sur une planche à biscuits, sur une assiette. Et au fur et à mesure que les plaques de biscuits sortent du four, je vais rouler les prochaines boules de pâte et je vais les enfourner par après. Donc, je suis toujours en train de travailler pour pouvoir aller plus rapidement, de ne pas passer ma journée au complet à rouler de la pâte à biscuits. Je vais juste essuyer mes doigts parce que, cookie dough. I'm just going to wipe off my hands because I've got cookie dough everywhere. So I was just explaining how, when I'm doing my cookies like this, I'm going to divide all of my dough while the first batch of cookies is in the oven. I will scoop them out with the cookie scoop and put them on either a cutting board or on a plate. And then as the cookie sheets come out of the oven, I'll remove the cooked cookies or the baked cookies, and then I will roll the next batch and put them in the oven. So that way I'm not wasting too much time. I'm staying productive in between different batches. There we go. Oui, c'est ça, Yann, les mains toutes collantes. Alright. So, these are the cookies. Ça, c'est les cookies. Et pour finir la belle présentation, je prends une tasse à mesurer, parce que c'est ça que j'ai, oui. Voilà. Donc, tasse à mesurer avec un petit peu de farine. Youp. Et une fourchette. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des cookies au beurre d'arachide ou les biscuits au beurre d'arachide. So I don't know if you have experience with making peanut butter cookies. But to finish them, you always press them with a fork because otherwise they will not flatten. So we're doing the same thing with these cookies. We're going to press them down with the tines of a fork to make a little indentation and flatten them down. Not too much, just enough so that they're maybe about, I'd say 3/4 of an inch or a centimeter thickness. Donc, je vais utiliser une fourchette trempée dans la farine pour que ça ne colle pas. Et je vais presser mes biscuits, comme je fais avec les biscuits de beurre d'arachide, puisque elle ne va pas s'aplatir tout seul. Mais je ne veux pas les faire trop aplatis non plus. Je vais les presser à peu près 1 cm de largeur, de hauteur, pas de largeur. So you can see I'm just pressing them down. And I've got some space in between. They will get a little bit bigger. Not incredibly so, but they will get a bit bigger. So I do want to leave a little bit of space in between my cookies. Je veux quand même laisser un peu d'espace entre les biscuits. Elles ne vont pas grandir trop, mais elles vont s'écarter légèrement. Donc 1 pouce, 2,5 cm entre les biscuits, c'est quand même suggéré. Oups, ça c'est beaucoup de farine par contre. That's a little bit too much flour on that one. And you see they're not getting that much bigger from the size of the balls that I actually rolled. So, but the flour is important. You don't want a big pile of flour on them. You want enough just so that the fork tines don't stay stuck. Because they will, even though there's a lot of butter.
Oh, do I have the Guild of Cookies who's visiting? The Guild of Caterers? Is this a special day for us? Oh, right. It's National Cookie Day. Why not? Alright. Almost done. Donc, presque fini. Et voilà. Et voilà. Et la dernière. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est une tiers de la recette. Donc, imaginez ça 3 fois. Maintenant, on les enfourne pour 20 minutes. Ça semble être long, mais c'est quand même important. À 300 degrés Fahrenheit. Soit 75, non, 160, 175. Il faudrait que je vérifie la conversion. Mais c'est 300 degrés Fahrenheit pour 20 minutes. C'est une cuisson assez bas, donc les biscuits n'auront pas cette allure dorée, seulement en dessous, mais elles vont cuire complètement à travers et elles vont devenir croustillants. So these cookies are now going to go in the oven, 300 degrees Fahrenheit, and I will get the conversion for you on the Celsius. I think it's about 165, 170, something around there. They're going to go in for 20 minutes. It's a low cooking temperature, so you're not expecting the cookies to get brown. You're not expecting them to get golden. They're actually going to stay as white as you see them here. They're just going to get a bit bigger. The bottoms will be slightly browned. That's what you look for the doneness. But you really want to just crisp up the dough and keep them looking completely white like this. So these are going to go in the oven. Timer, 20 minutes. There we go. Do. And so, by the magic of Twitch television, we get something that looks like this. So these are the finished baked cookies. You can see that they've spread out a little bit. Okay, I said 300 degrees on the oven. So these are just slightly browned underneath. You can see the difference in color. So that's the top and that's the under part. You don't want them getting any darker than that underneath. And you want them staying completely white. So you're going to want to pull one up and check it when you hit 20 minutes, just in case it needs a minute or two more. But at 300 degrees, 20 minutes is pretty much on the ball. Donc, mes biscuits ici, par la magie de la télévision, sont cuites, puisque ça prend 20 minutes dans le four, j'en ai fait à l'avance. Donc, vous voyez qu'elles agrandissent légèrement en diamètre. Elles vont s'aplatir un petit peu aussi, donc vous voyez que les indentations sont un petit peu moins définies et que la cuisson est vraiment blanche. Il n'y a aucune dorure sur le dessus, mais à l'inverse, vous allez voir que c'est quand même légèrement doré. Donc c'est vraiment cette couleur-là que vous allez chercher. Et vous allez voir, vous avez peut-être besoin d'en soulever un à 20 minutes, juste pour vérifier si vous avez cette cuisson-là. Ça l'indique que vraiment l'intérieur, elle est bien croustillante aussi. Donc, vous allez voir, quand on la casse, elle se casse vraiment nettement. Et elle est bien cuite à l'intérieur. Vous allez avoir ce petit croustillant vraiment délicat, pratiquement fondant dans la bouche. Et c'est vraiment classique de les biscuits de type sablé. So, the cookie is very dryish. But it's one of those cookies that because there's so much butter in it, it's melt in your mouth. It's really delicious. And you'll see when you break it open, it breaks really cleanly. It's got a nice cook on the inside of it. There's no dough in here. And when you eat it, it literally will melt in your mouth. So I'm going to put these over here. Have you seen my lovely new extension that I've put on my cutting board here? This is to cover up my compost. It makes it look prettier for you guys. So now, what do we do with these cookies? We can take these cookies and give them like this, because they are really pretty as they are. But why not make them even better? So I'm going to show you some really easy, absolutely we can eat them, but I'm going to show you some techniques to make them even more beautiful and presentable for Christmas, which don't take a lot of time or effort and are really worth it. Donc, on peut présenter ces biscuits comme tels. Elles sont délicieux, elles sont élégants. Pendant l'année, c'est sûr que ça fait vraiment des belles biscuits. Mais je vais vous montrer des techniques pour pouvoir les décorer d'une façon qui les monte à un autre niveau.
les rendent plus élégants encore et vraiment font en sorte que ça donne une allure de festivité de Noël. Donc, on va décorer avec du chocolat. Maintenant, on peut faire ça avec du chocolat en barres, en pépites, en morceaux. On peut utiliser un chocolat blanc, un chocolat noir. Moi, j'y vais de la façon que j'utilise des pastilles de chocolat qui sont faites justement pour la garniture. Donc, ils sont pas nécessairement à 100% chocolat, mais les pastilles fondent beaucoup plus facilement. Is that the case, Sestra's dad? Because if it is, then I will definitely eat this piece. If all the calories are gone, then I'm happy. That's a good cookie. So, I'm going to now dip the cookies into different kinds of chocolate and decorate them. I use what's called candy coating chocolate. So it does have chocolate in it, but it's not 100% pure chocolate. I find this is a little bit more foolproof for decorating, dipping cookies. It holds better to it. Almost makes like a hard coating, like a shell. And it doesn't melt on your fingers when you're holding on to it. So I find this a little bit more foolproof. You can use chocolate chips. You can use white chocolate, dark chocolate. They will all work fine. I use these ones in different colors. So I have this white one here that is peppermint. It has some little red spots in it. And then I have this one, which I'll tell you about later. This is red, right? We all see it's red. Everybody agrees it's red? Okay. Not the same, well, okay. No, it's not the same coating. This isn't like crunchy candy coating. It's very much like a soft chocolate. When you bite into it, it doesn't crack in your teeth. It's very much a chocolatey tasting, chocolate textured covering, but it's less prone to melting and less prone to messing up when you melt it in the microwave. So, important things with chocolate. When you're melting chocolate, you want an absolutely dry surface. If you get any water in any of these products, your chocolate will harden up instantaneously and you will not be able to use it to do anything. Important quand vous utilisez pépites de chocolat, barres de chocolat, les pastilles qui sont faites pour couvrir des barres de chocolat ou bien des biscuits ou bien d'autres produits de pâtisserie. Vous voulez vous assurer qu'il n'y a aucune eau ou humidité qui est dans votre produit quand vous la faites fondre. La moindre quantité d'eau va faire figer votre chocolat en bloc et vous n'allez plus pouvoir le faire fondre comme il faut. Vous allez devoir le mettre de côté et soit la manger, le couper en morceaux, les mettre dans des biscuits de pépites de chocolat, mais oubliez ça pour pouvoir faire une couverture de chocolat. Ça sera impossible. So if you get any water in your chocolate when you're melting them, from a wet spoon, from washing dishes nearby, from a wet towel, anything. One drop of water in this chocolate will cause the entire thing of chocolate to harden completely. It will turn into a block that you'll no longer be able to melt, and you will have to turn it into something else. You won't be able to use it as a coating for cookies or chocolate bars or anything. Water absolutely kills chocolate. 100%. Any liquid really kills chocolate if you're doing it while the chocolate is melting. You'll have to scoop it out onto a piece of parchment paper and then chop it up into pieces and turn it into chocolate chip cookies. Or if you're not willing to do that, you can throw it out. But I never throw this kind of stuff out. I would chop it up and make chocolate chips with it. Either way, we're going to go with the chocolate because, yeah, we're going to go with this chocolate and melt it in the microwave, which is a really easy technique. It doesn't involve a hot water bath, which means there's no risk for that steam or water getting into the chocolate. It's much more foolproof, and so are these candy things. Donc, je vais y aller avec une technique qui fait fondre le chocolat dans le micro-ondes, comparé à un bain-marie, qui est quand même suggéré pour faire le chocolat. Par contre, un bain-marie, vous avez beaucoup plus de risques avec la vapeur, avec l'eau, de
mettre de l'eau dans votre chocolat et de le faire figer. Et c'est ce que je veux éviter le plus possible. Donc, je mets mes petits bols dans le micro-ondes. Je commence à peu près une 32 secondes pour faire fondre le chocolat. 30 secondes à la fois. I'm gonna move this because this is, yeah, there we go. That was awful. 30 secondes à la fois. On veut faire fondre le chocolat, le mélanger à chaque fois pour faire ramollir tranquillement. Si on le fait trop vite, on peut faire brûler le chocolat. Mais le micro-ondes, c'est quand même une température assez contrôlable. So when I'm melting chocolate, be it chocolate chips or chocolate bars or chocolate pastilles, I want to do it 30 seconds per blast in the microwave. I don't want to heat them up too fast because if I do, it's going to harden the chocolate as well. It can burn it, and I don't want to burn the chocolate because then I won't be able to use it either. So there's many different ways that you can mess up chocolate. Okay, not blood from the cocoa beans. But maybe, yeah, murder scene. I just thought it looked festive having the red and the white and the dark chocolate, especially since I've got little red flakes in this pepperminty one. It's kind of festive, holiday, no? It's not morbid, Brad. Alright, so 30 seconds per shot, and we're going to start stirring these up. You'll see that the stuff in the bottom of the bowl is now softening. And maybe you'll start seeing something wrong with my red chocolate, but I'll come to that in a minute. Donc, je vais commencer à mélanger. Maintenant que ça fait 1 minute totale, vous pouvez voir que le chocolat commence à fondre un petit peu dans le fond du bol, mais il manque un petit peu plus de cuisson. Donc, une autre 30 secondes. Je vais faire celui avec le chocolat noir. Vous allez voir que celui dans le fond que j'ai fondu ce matin commence à fondre quand même assez vite. Voilà. Peut-être un autre 30 secondes et on va pouvoir commencer à tremper les biscuits. Je garde des papiers parchemin ici. La plupart du temps, c'est des papiers recyclés de quand j'ai fait la cuisson des biscuits. Maintenant, j'en ai que j'ai utilisé plusieurs fois pour faire tremper mes biscuits. S'il y a des petits restants de chocolat, il n'y a pas de problème. Ils sont pas sales, c'est juste l'aliment de la bouffe. C'est ça. So I'm going to, once the chocolate is melted, I'm going to work on this parchment sheet here. You might see there's a little bit of spots on it from some chocolate. That's from when I was doing my dipping this morning. I reuse the parchments that I used to bake the cookies on. So I don't want to waste anything. So I just reuse those parchment papers. I'll fold them up. If I know I'm making several batches of these cookies over a couple of days, then I would definitely just reuse the same parchments over and over, be it the ones for baking or the ones for, there we go. Can you see how nice and chocolatey that looks? And it's starting to get nice and liquid. All right, this one's almost done. About my disastrous red one. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous en parler tantôt, mais mon petit rouge ici a l'air de moins en moins rouge. Je ne sais pas si vous remarquez. Moi, je l'ai remarqué. So, as I'm blasting the last 30 seconds, I'll just tell you the story of these red meltables. I went to the store and there were shelves and shelves and shelves of them, and I was like, perfect, I'm going to get red through the little window. They look very red. Package is clearly red. It says red on it. Rouge, right? I pull them out and I'm like, those are not really that red, but we'll see. Maybe they'll melt darker. No, they didn't melt darker. They melted lighter. Those things are pink like the Pink Panther. Like a pink pig pink. It's not a Christmas color. That's like a Valentine's Day color. But they're supposed to be red. I don't know what's going on. I'm slightly disappointed. Very disappointed. I wanted red. Donc, l'histoire en arrière de ces petites pastilles rouges, si on peut dire, quand je suis allée au magasin pour les acheter, elles étaient dans une allée avec tous les sachets, bien rouges, bien indiqués sur le sachet, rouge, red. Dans la petite fenêtre de l'emballage, c'est bien clair que les pastilles ressemblent le rouge. Je me suis dit, il n'y a pas de problème, je les achète. Je
j'ouvre le paquet, il semble un peu pâle. J'ai dit, bon, peut-être ils vont foncir pendant que je les chauffe. Et non! Les pastilles sont roses. Roses comme le panthère rose, rose comme un petit cochon, rose comme la Saint-Valentin. Mais vraiment pas comme Noël. Donc, j'étais déçue parce que je voulais vraiment le rouge, ça paraît plus élégant et joli. Mais je me retrouve avec des pastilles roses. Donc, j'ai trempé mes biscuits dans les pastilles roses. Et voilà. En plus, ça fond moins vite que les autres pastilles. Donc, vous allez voir les pastilles tantôt. Là, j'ai mes bols de chocolat qui sont bien fondus. Je vais pouvoir commencer à tremper dans mes bols de chocolat. Donc, comme j'ai expliqué, si vous n'avez pas accès à des pastilles de chocolat, allez-y pour des pépites de chocolat, des morceaux, un bar de chocolat coupé en morceaux. Vous allez faire fondre avec la même technique, 30 secondes à la fois dans le micro-ondes, en mélangeant à chaque fois. Ça fait comme une fondue. Pas de liquide, c'est sûr. Donc, mention pour le rajout de colorants alimentaires. Non, ça marche pas dans le chocolat, ça va faire la même chose parce que c'est un liquide. Donc, si vous rajoutez une goutte de rouge dans votre bol de pépites roses, elles vont figer automatiquement. So, sorry Maria, the red food coloring is a good idea but not suggested because it is liquid. And if you add a tiny little bit of liquid to your bowl, you're going to get one big hockey puck of red chocolate that you're not going to be able to do anything with. So, I didn't. Donc, chocolat, biscuits. Je les trempe à moitié. Am I pissed off in both languages? Yes, yes I am. I'm mad that I got pink. Donc, je trempe le biscuit à moitié. Je le laisse couler un petit peu. Vous allez voir ici que c'est vraiment un chocolat assez liquide qui est super pour faire tremper. Je racle sur le côté du bol pour ne pas avoir une flaque de chocolat en dessous. Et je le place sur le papier parchemin. Je vais passer ça. Même chose avec les prochains. Demi-biscuit. Un petit peu de chocolat. Je racle le côté. So, easy dipping technique. I put the cookie into the bowl and kind of move it around to get half of the cookie covered. I'm going to scrape the bottom of the cookie along the side of the bowl to get rid of any kind of a puddle of chocolate. And then I'm going to put that right on the parchment. It will pop right off afterwards once it's cooled. So I'm going to do a few of these. Now, to bring them to an even higher level, because cookies dipped in chocolate is one thing, right? We're already at like level 10, right? We want to bring these to level 50. And then maybe to level 100. We'll see. So, you want to do another level. There's your chocolate dipped cookies. Get yourself some Christmas sprinkles. So I found this little can of Christmas sprinkles at the same place that I get the chocolate. So it's a crafting food store. So this is the festive cheer mix. I've got one with the long nonpareils and some stars. I've got some Santa faces, which I haven't used because they're just too big. And then I have some little sprinkles. So I put them in a bowl because otherwise I'm going to get them everywhere. I take a little pinch and I put them right along the edge of the cookie where the chocolate stops. And it just adds this really nice sort of elegance to it. I don't want to cover the whole half. I just want to cover that edge. So you want to get a little bit more precise with this, but you don't have to. It's like sprinkling salt on something. You're just going to sprinkle on that edge. You can do it with the other sprinkles too. They're a little bit bigger, but they look just as nice. I'm just going to add a few more to this bowl. Donc là, les biscuits trempés dans le chocolat, ça les apporte à un niveau à peu près 10. Je vais dire c'est fantastique, c'est élégant, c'est délicieux, mais on va les emmener peut-être à niveau 50. On va faire ça avec des nonpareils. Je pense que c'est ça que ça s'appelle. C'est ça? Même pas. C'est pas inscrit. Il me semble que c'est des nonpareils. Donc, j'ai un petit bol avec des étoiles puis des longs morceaux. Je vais aller chercher une petite pincée et je vais les laisser tomber juste sur le rebord où est-ce que le chocolat arrête et les biscuits commencent. Donc, je ne veux pas couvrir la moitié au complet. Je veux juste faire une petite ligne de définition.
Et je le fais avec mes doigts parce que si j'utilise le bol au complet, je vais recouvrir avec des non pareils au complet. Et c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment que ça soit un petit peu plus élégant. Maintenant, on peut y aller avec notre prochaine couleur. Donc, on a celui à la menthe. Et on peut faire la même technique. Je garde la cuillère de côté. Je trempe le biscuit. Je vais aller racler le dessous. Et je les place sur le papier parchemin pour les laisser refroidir et figer. Et quand je fais les non-pareils, je veux travailler quand même assez vite parce que si le chocolat commence à figer trop vite, les non-pareils ne vont pas coller dans le chocolat. So I do want to, now that I'm using the peppermint flavored chocolate, work relatively quickly. It's not super fussy work, but at the same time, I don't want to wait too long because if the chocolate starts hardening, I won't be able to get those sprinkles to stick. So I've got about 6 or 7 of them going there. So now I'm going to go and sprinkle again. So I'm going to do the same thing with a little bit of these little ball sprinkles right on that edge. And like I said, you don't want to go too generously with it because you don't want it to look like a mess. Just doing a little tiny line of them here really makes it look elegant. And you see my preference is for the little round ones rather than the big ones. I find because whenever I pinch, I get stars more than anything else. And so I don't get that nice Christmas color. Whereas with the balls, I do. So there we go. See, like this one here is all stars. That one there, all stars. Eh. All right, shall we go for our number 3 color? Valentine's Day pink. Hooray. Can you tell how unimpressed I am with this? Donc, troisième couleur, on y va pour rose du Saint-Valentin. The whole package for just a... No, we don't put that much chocolate. Sorry. And if you hear the ringing in the background and the singing, that is my oven telling me my 20 minutes are up. So I'm going to just check those. Donc, si vous entendez le petit bruit de chantage en arrière, c'est mon four qui est en train de me dire que les biscuits sont prêts. Et je vais vérifier déjà que je peux voir que les bordures sont bien. Donc, plaque de biscuits qui vient de sortir. Et si j'en retourne une, vous allez voir, bien doré à la belle couleur que je cherchais. Donc ça, c'est exactement la cuisson que je veux. Ici, vous voyez au fond, il y en a un qui est débordé un petit peu plus. C'est parce qu'il y avait un petit moton de beurre qui est resté dedans. Ça peut arriver. Ça, c'est les échantillons pour la cuisine. Voilà. So, you can see my cookies just came out of the oven. They are just nice. They've spread out just a little bit. Yeah, the smell is really good in here, Ashley. You're right. You can see that they're spread out a little bit. If I flip one over, you can see that that golden base is exactly the color that I wanted it to be. So 20 minutes was just right. And if you notice, this one in the top here looks like it kind of drooled out the side. That's because there was probably a bit too much butter in this particular cookie. So it kind of made a mess. But that's okay because that just becomes a sample for the kitchen. So thumbs up to samples for the kitchen. Alright. So those are now out of the oven. I'm going to turn this off. There we go. The oven's asleep for another cooking session. So, these pink ones are probably too hard to put sprinkles. So I'm going to do a couple more and add some sprinkles onto them, even though pointless because I'm not really a fan of these pink ones. The worst thing is that if I go back to the store and buy more of those red ones, I doubt they're going to be any different. They're probably going to be just as pink. And so, pointless. I mean, if you're in the States and you know Pepto-Bismol, is this not a Pepto-Bismol color? Like, it's almost not even appetizing. Donc, je suis en train de faire des blagues à propos de mes biscuits roses. Il dit, ils ont l'air Saint-Valentin, il n'est vraiment pas de Noël. Je suis un peu déçue avec la couleur de finition. J'en fais juste pour vous montrer parce que j'ai quand même fondu le bol et j'ai compté l'histoire. Mais, je vais vous dire que, honnêtement, ça ne me tente pas de les inclure dans mes boîtes.
La couleur me rappelle le produit Pepto-Bismol qu'on utilise quand on a mal au ventre. La bouteille de liquide. De toute façon, on passe par-dessus. On va continuer avec le blanc et le chocolat. So we're going to move on from the Pepto-Bismol pink cookies. And we're going to dip a few more of these because I want to show you another elegant technique that, again, so easy. And we'll probably bring these up to like a level, I want to say 100, but I don't want to because, you know, then it's just, I don't know, setting myself up for failure, I guess. Shall we say they're really nice? There we go. So, I'm dipping these last cookies. And now, I'm going to move these sprinkles. These ones here, I want them to get hard. So, I'm going to pull out a couple of plastic bags. Donc, une petite technique de décoration qui est vraiment facile, mais super élégant. Je sors des petits sacs en plastique refermables. Je vais ouvrir. Donc, je prends ceux pour la collation et non pour les sandwichs, mais vous prenez qu'est-ce que vous avez. Même si vous avez des poches à pâtisserie, ça marche très bien aussi. Mais pour moi, de laver ma poche à pâtisserie à chaque fois que je fais une décoration comme ça, c'est trop de travail. So, I use these resealable plastic bags because taking out a pastry bag for this technique just is like a waste of time, and I have to wash it in between each color, and I don't want to do that. So these little resealable bags, the snack size ones, are really easy, and I can just peel the chocolate out of it when I'm done. So I put about a spoonful of chocolate into this bag. With my scissors, I'm going to cut a tiny, tiny little tip off and make sure that I don't drop that in the chocolate. And then I basically have a pastry bag to decorate my cookies. So what I'm going to do is I'm now going to drizzle this chocolate over that cut edge, just in a little bit of a back and forth pattern. And the reason why I left space in between my cookies is because I wanted to do this technique to show you. Donc, je prends ma petite sac en plastique avec le chocolat rempli dedans. Je coupe avec les ciseaux juste un petit bout d'un coin pour en faire un genre de poche à pâtisserie, vraiment fin. Et je l'utilise pour aller mettre un petit coulis de chocolat sur le rebord des biscuits qui n'ont pas les noms pareils. Je vais quand même recouvrir ce petit espace entre biscuits et chocolat. Et voilà, le tour est joué. Ça fait une petite décoration élégante. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce petit sac-là? Je laisse le chocolat dedans. Quand ça fait, je peux juste enlever le plastique. Et mon chocolat ici, je vais pouvoir l'utiliser pour une autre utilisation. Je peux le remettre dans le bol et le faire refondre aussi. Ça marche très bien. Donc, je vais répéter le petit pratique avec mes chocolats avec la menthe. Par contre, vous allez remarquer, si vous avez un petit chocolat avec des morceaux dedans comme celui-là, les petits morceaux rouges, vous avez besoin de couper un trou qui est un petit peu plus grand. So I'm going to do the same thing now with my peppermint chocolate coating. This one has little peppermint bits in it, and they're a tiny bit bigger than the hole that I would cut. So I actually have to cut a hole that's a bit bigger on this one, just so I can get those out. Less elegant, but it works like basically the same. So I'm going to just press gently and let that fall on the edge of the cookie. And like I said, I left a little bit of space in between the cookies, specifically for drizzling this chocolate. See, I'm getting a little bit of pieces stuck. I just kind of pipe that out. There we go. And I can always go back and do a few more drags on one of these ones and bring that up a little bit more. So there you go. That's basically how you decorate the cookies to bring them up to another level. So you can see they look really, really elegant. They're really well presented. And depending on the colors that you choose, you can really get some nice results. So I'm just going to slide this off, if I can. Maybe I can't. Let's see. Go this way. Watch as Sky gets cookies all over the floor. Oh, this one's not going to make it though. There we go. Come on, cookies. Uh-oh.
My board's not big enough. Alright, success. I know where to put them. When you have a small kitchen and you have a lot of stuff hanging around, eventually you run out of space. So, chocolate balls, off we go. There we go. Quand vous avez une cuisine qui est trop petite, vous avez besoin de jouer à un genre de jeu de trafic pour pouvoir placer les items sur les comptoirs. Surtout quand les comptoirs sont à peu près la même grandeur que la planche devant vous. Yeah! Je mets une belle nappe de Noël. Parce que on est Noël. So I'm putting on my nice Christmas tablecloth. Nice red towel. Because contrast. Boop! There we go. And we're going to bring in the final results. There are your Christmas cookies. Da-da-da! In a lovely tin. And there you have it. So these are my whipped Christmas shortbread. Donc vous voyez ici maintenant mes sablés fouettés de Noël. They're very pink. I'll take some pictures and show you, but they are very pink. These things are Pink Panther. That's what they are. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et surtout un joyeux Noël, puisqu'on ne se verra pas nécessairement avant l'année prochaine en tant que événement de cuisine. So I wish you a very, very good day and definitely a Merry Christmas through the cooking stream. I know we'll run into each other in Cavern at some point, but this is going to be the last time I see you before the new year. So I send you all a lovely plate of Christmas cookies and the best of holiday wishes for you and your family and everyone around you. And I've really enjoyed this last year, exploring different recipes with you and learning different stuff. And please, if you have any suggestions, any requests, any ideas for next year, I would be more than happy to learn new techniques, learn new cuisines, delve into things that I've never experimented with, and learn them along with you through this cooking stream. Donc, si jamais vous avez des idées, des suggestions de recettes, des cuisines que vous voulez apprendre plus dessus, s'il vous plaît, envoyez-moi toutes vos suggestions. Ça me fait un grand plaisir de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez apprendre, et en même temps d'apprendre des choses de vous. Donc, j'espère que l'année prochaine va apporter encore des magnifiques événements comme celui-ci, où est-ce qu'on peut parler et apprécier la cuisine ensemble. So I really hope that next year just brings more chances for me to have these wonderful cooking streams and talk about and enjoy food with you. So until next time, guys, thank you so much. Merci énormément. Et je vous vois à la prochaine.